Voilà, Dimitri, si vous le voulez bien, nous faire un résumé maintenant des négociations politiques. À quoi faut-il s'attendre sur l'ensemble des versants, en particulier les versants militaires. On entend même parler Trump, mais alors je sais qu'avec Trump, tous les jours, il y a du nouveau. On en est même à, on va diviser les forces, les budgets militaires par deux. On va relancer les négociations sur la réduction des armes nucléaires. Enfin, ça part un peu dans tous les sens avec Trump. À votre avis, raisonnablement, au moins dans les semaines et les mois à venir, il faut s'attendre à quoi? Justement, comme vous dites, c'est quand même difficile de s'attendre à quoi que ce soit parce que là, ça peut aller dans tous les sens. Ce que je dirais, on va partir de quelques idées simples, comme aimait à faire De Gaulle quand il allait au Moyen-Orient. Ouais. La Russie a incontestablement marqué des points sur le terrain militaire. Moi, j'évite le mot victoire, mais bon, Xavier, je pense, vous parlera de victoire. Moi, je suis moins optimiste, mais lui, c'est normal, c'est un militaire, moi, je suis un journaliste. Donc, oui, incontestablement, sur le terrain, les choses sont là. Elles ne sont pas finies, à mon avis, parce que pour obtenir une paix durable et pérenne, du point de vue russe, je parle bien du point de vue russe, compte tenu que la proposition russe de décembre, novembre-décembre 2021, à laquelle les Américains ont répondu en janvier 22 en disant « Allez vous faire voir, vous n'êtes qu'une pompe à essence, on ne peut pas discuter avec vous », et sachant très bien qu'ils allaient entamer l'opération militaire de nettoyage ethnique du Donbass, où ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner assez rapidement et qu'ils allaient étouffer la Russie, comme l'a dit brillamment M. Bruno Le Maire ici en France, mais comme l'a dit aussi Johnson, en allant interdire aux Ukrainiens de signer une paix ou un cessez-le-feu avec les Russes, en mars 22 déjà. Donc, ils ont, on peut dire, partiellement gagné la guerre, enfin cette guerre-là, parce qu'elle dure quand même depuis 2014, il ne faut pas l'oublier. Oui, Trump est revenu à l'étape de décembre 21 en disant « Ok, on va négocier les aspects sécurité ». Il reconnaît le droit de la Russie à s'intéresser, à s'inquiéter de sa sécurité. Ça, c'est une étape qui est très importante et qui est saluée en général du côté russe, où pour le reste, quand même, l'opinion est très méfiante. Et n'oubliez pas quand même, malgré le fait qu'en Russie, l'armée n'est pas une armée de pronunciamento, l'armée fait savoir qu'il ne s'agit pas de négocier n'importe quoi. D'accord. Et notamment, pas comme ça a été fait en mars 22, où M. Medinsky, qui était donc l'ancien ministre de la Culture et qui a été un des négociateurs essentiels, a été prêt à lâcher à peu près tout. Et là aussi, les choses ne sont pas vues exactement de la même façon selon les milieux en Russie. Vous avez les milieux héritiers des compradors des 90 qui ont tous leurs intérêts en Occident et qui sont totalement acquis à la sous-culture américaine, qui eux, évidemment, voudraient que tout s'arrête le plus vite possible et qu'on revienne comme avant et qu'on puisse aller dans nos chers paradis artificiels, bien qu'ils soient très artificiels, justement, dans nos paradis financiers en tout genre, et qu'on puisse reprendre nos yachting et autres. Mais il est clair que ça ne va pas être exactement comme ça aujourd'hui, que certaines propagandes russophobes de préparation à un conflit n'ont pas fini dans la presse, même si aujourd'hui on entend des choses étonnantes quelquefois dans la presse de grand chemin en matière de ce que nous on disait depuis des années, et puis que là tout d'un coup on se met à le dire aussi. Alors oui, il y a un progrès de ce point de vue-là, tout comme la restauration des relations diplomatiques dont on parlait tout à l'heure entre les États-Unis et la Russie. Oui,
les vrais négociateurs, et là, de ce point de vue-là, je pense que Russes et Américains sont effectivement d'accord, c'est que la négociation, elle se situe entre les États-Unis et la Russie. Ouais. Maintenant, là où ça commence à diverger très sérieusement, c'est jusqu'où doit-on aller pour que les intérêts russes et la sécurité soient garantis. Et Oui. c'est sans doute sur le terrain, aller jusqu'à Odessa et faire le lien avec la Transnistrie. Parce que là, l'Ukraine serait un petit morceau enclavé. On ne sait pas ce que feront les Polonais, les Roumains et les Hongrois. Hein. Mais sans même ça, ça serait une Ukraine qui pourrait être tranquille, qui pourrait être dans son statut d'État tampon neutre. Et il y aurait beaucoup moins de facilité pour les anglo-saxons d'aller débarquer des armes par le port d'Odessa et de nourrir et de préparer à nouveau de la chair à canon parmi les pauvres Ukrainiens qui ont déjà payé un très lourd tribut aux ambitions anglo-saxonnes. Parce que n'oubliez pas qu'avant, on dit ah, mais l'Ukraine voulait être dans l'OTAN et tout, c'est pas vrai du tout. Quand il y a eu des sondages, encore sous Yushchenko, c'est-à-dire après la révolution orange, entre guillemets, eh bien, à chaque fois, la majorité de l'opinion ukrainienne ne voulait pas de l'OTAN. Il n'y avait que dans l'ouest de l'Ukraine, là où il y avait des formations nationalistes traditionnelles, qu'on était d'accord pour de l'OTAN. Et encore avec des nuances. Et encore avec des nuances. Parce que même quand les nationalistes ukrainiens nazis collaboraient avec les Allemands pendant la guerre, il y avait des nationalistes ukrainiens, n'oubliez pas, qui étaient nationalistes même contre les nazis et qui massacraient plus de Polonais que ne le souhaitaient les nazis allemands. C'est des choses dont il faut se rappeler pour la négociation et pour la sécurité à venir. Parce qu'aujourd'hui, il y aura évidemment une haine, des volontés de vengeance parmi beaucoup de familles de l'Ukraine de l'Ouest, en tout cas. Et bien évidemment, ça, c'est aussi un élément de sécurité pour la Russie. Qui empêche, qui en tout cas, et à mon avis, là, il n'y a pas de ce point de vue-là, même s'il y a eu des tendances en Russie disant il faut arriver jusqu'à la frontière polonaise, ça, je pense qu'ils ne le feront pas parce que ça sera beaucoup trop cher, ça sera ridicule et ça sera d'abord, il faudra tout remettre au point. Et puis en plus, il faut mettre énormément de forces qui seraient là des forces d'occupation. Alors que tout le Donbass et la Novorossiya, ce n'est pas des forces d'occupation. Elles ne se conduisent pas du tout comme des forces d'occupation. Mais en revanche, il faut une police, parce qu'il faut remettre de l'ordre dans les mœurs qui ont été il le fera jamais. Pendant 30 ans en Ukraine. Jamais. La chose. Vous savez que c'est ça qui empêche l'avancée des troupes vers Odessa. Hein. C'est que les Russes ne sont pas sûrs qu'ils seront capables de gérer l'administration et la reconstruction économique de toutes ces régions-là jusqu'à la Transnistrie. Parce qu'ils ont eu l'exemple de la Crimée qui leur a coûté quand même un bras. Hein. Ça a été un peu, c'est le même phénomène qu'en Allemagne, lors du regroupement de l'Allemagne. Encore que ils n'ont pas ruiné la Crimée, contrairement aux Allemands de l'Ouest qui ont ruiné l'Allemagne de l'Est. Mais il n'empêche que ça a coûté très cher, qu'il a fallu changer certaines administrations, etc. Donc la sécurité russe exigerait d'aller à Odessa. Je pense que parmi les négociations, il y a deux solutions possibles, si vous voulez, à mon avis, hein, dont on parle parmi les Russes. C'est négocier un statut d'Odessa de ville neutre totalement, avec contrôle russe sur le trafic maritime d'Odessa, pour empêcher les anglo-saxons, évidemment, de débarquer de l'armement, etc. Alors, il reste évidemment les armes biologiques, mais enfin bon, ça, ils ont essayé, les labos ont été plus ou moins démantelés, en tout cas dans la zone qui a été libérée par la Russie. Pour le reste, c'est un vrai problème. Mais bon, il n'empêche que les gros armements, en tout cas, ne passeront plus par Odessa, ou bien alors la Russie propose, et ça serait bien un deal à la Trumpiste, ça, c'est que les 300 milliards que les Occidentaux ont volés aux Russes, hein, qu'ils ont gelés. Surtout les Européens. Européens et Américains. Enfin, il y a les banques américaines et puis les Européens, ils ne feraient pas ça. Bon.
Surtout les Je Européens. pense que les banques occidentales ne seraient pas foutues de les rendre. De toute façon, c'est 300 milliards, parce qu'il y a des chances qu'il y en a une bonne partie qui a été engagée. Ils ont dit que c'était que sur les intérêts, mais j'ai peur qu'il y ait eu aussi d'autres engagements compte tenu de l'endettement souverain de la plupart des États, et notamment évidemment de la France. Donc, c'est très possible que les banques se fassent tirer l'oreille pour rembourser. Eh bien, ce qui est possible, c'est que la Russie dise, écoutez, vous gardez ces 300 milliards, mais avec ça, on achète la région d'Odessa jusqu'à la Transnistrie. On l'achète. Monsieur Trump, il peut acheter le Groenland s'il veut, il peut racheter le Panama ou bien envoyer ses troupes. Nous, bon, on ne dira rien à l'ONU. Vous avez vu, maintenant, ils ont commencé à voter ensemble, Américains et Russes. Oui, à l'ONU, oui. Après tout, pourquoi pas? Et là, ça serait une garantie et ça pourrait faire plaisir et à Trump et aux Européens qui, du coup, peuvent dire, bah, on a eu les 300 milliards. Les 300 milliards, c'est pour la reconstruction de l'Ukraine. Vous voyez, on arrive à faire payer les Russes pour la reconstruction de l'Ukraine. Puis les Russes diront, bah, oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais eux, au moins, auront libéré Odessa et se garantiront une sécurité. Ça, c'est un des aspects. En tout cas, ce dont on parle dans la presse de grand chemin et dans les éléments de propagande, notamment au niveau des gouvernants français et britanniques, sur le fait qu'ils enverraient des troupes européennes, alors européennes entre guillemets, hein, donc françaises, britanniques et peut-être allemandes, alors là, ce qui serait psychologiquement une erreur fondamentale, hein, en Ukraine pour entre guillemets, garantir le cessez-le-feu, c'est évident que les Russes ont déjà dit qu'ils traiteraient toutes troupes de l'OTAN présentes en Ukraine comme des troupes mercenaires étrangères et qu'ils leur tireraient dessus. Donc là, je pense que ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Même après un cessez-le-feu. Même après un cessez-le-feu. Non, mais de toute façon, c'est des troupes étrangères hostiles. Donc, elles ne seront pas acceptées au niveau d'une négociation. En revanche, ce que Trump, là, je pense, il n'imposera pas forcément ça. Alors peut-être qu'ils mettront des troupes indiennes, sri-lankaises, peut-être même latino-américaines, mais pas de Colombiens, parce qu'il y a trop de mercenaires colombiens en Ukraine actuellement. Peut-être qu'ils mettraient ça, peut-être quelques Saoudiens, après tout, pour faire bonne mesure. Mais éventuellement, quoi. Je ne sais pas en quoi ils garantiraient une paix, en quoi que ce soit, mais enfin bon... disons que si ça peut faire des effets de TikTok, ma foi, peut-être que les Russes accepteraient. Là où ça sera beaucoup plus délicat. Des Coréens peut-être. Coréens du Sud. Ah ben s'ils viennent avec des voitures et des motos, il y a peut-être un deal à faire là aussi. N'oubliez pas qu'il y a des trucs. Hein, la négociation économique, c'est pour les Américains, mais c'est pour les Russes aussi. Hein. Ils sont devenus très comme ça aussi, eux. Hein. Ah oui. Alors, je dirais, là où ça va aller beaucoup plus difficilement et plus mal, c'est la façon dont Trump fait déjà pression sur la Russie pour qu'elle s'éloigne de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord. Alors ça, en revanche, je ne sais pas, parce que c'est évident qu'il y a une partie de nos braves compradors des années 90 qui sont toujours influents, qui ne seraient pas contre. Compte tenu, on joue évidemment sur l'aspect européen des Russes, qui est toujours là, hein, bien évidemment. Donc les Russes sont a priori, affectivement, culturellement, plus proches des Européens que des Chinois. Il n'empêche qu'il y a des choses qui ont pas mal changé tout de même, et du côté chinois et du côté russe. C'est-à-dire que du côté chinois, on parle beaucoup moins vous savez, des fameux traités inégaux, hein, du 19e siècle, qui étaient, disons, le fond permanent dans les relations russo-chinoises. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'attitude des Chinois par rapport à l'Église orthodoxe aussi a changé. Ils la craignaient beaucoup. Et il faut reconnaître que c'est une arme importante aux mains des Russes, notamment pour les Chinois qui s'installent en Sibérie. Parce qu'une fois qu'ils se convertissent à l'orthodoxie, ils deviennent des Russes. Ça, c'est très important. Moi, je pense que le patriarche, il a intérêt à envoyer les missionnaires là-bas. Hein. Bon, enfin, ça,
c'est un des aspects qu'on oublie toujours, mais qui me paraît assez important. D'autant plus que vous avez vu à quel point c'est important, c'est que Zelensky, sur ordre des Américains, justement, et notamment de l'USAID, qui a financé la chose, la répression anti-orthodoxe en Ukraine. Oui, évidemment. C'est fabuleux, cette répression anti-religieuse, Fabuleux, sur laquelle, oui. alors là, nos amis chrétiens d'Orient s'inquiètent absolument pas. Hein. Oui, Moi, j'aurais posé oui, quelquefois des questions, on n'a pas de réponse. Alors que c'est une répression pire que sous les communistes. Ah, quand même, attendez. Soyez pas taquin voilà. comme ça avec les. Ne soyez pas taquin. Ne soyez pas taquin, Dimitri, avec les chrétiens d'Orient. Je sais où vous allez en venir. Ah non, j'en viens nulle part. Non, mais moi je sais. Mais oui, mais bon. Non, mais c'est vrai, ceci dit, c'est tout à fait. Vous avez malheureusement raison. Oui. On les aimerait un peu plus vifs et un peu plus à la défense des chrétiens d'Orient, certaines organisations. Et voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Allez-y, finissez, je vous en prie. Mais cet aspect de pression diplomatique pour essayer d'éloigner la Russie, parce que c'est évidemment un des buts hein, de Trump, ça, on va voir comment les Russes vont y résister, parce que une fois déjà, alors c'est ça le truc, c'est que ils ont la leçon des années 90 quand même, et ils se sont disputés avec les Nord-Coréens, alors que les Nord-Coréens étaient quand même des enfants du sérail, avec tous les côtés monstrueux, en tout cas tels qu'ils nous apparaissent, hein. Mais les Russes n'ont pas été corrects vis-à-vis d'eux, si vous voulez. D'autre part, avec la Chine, énormément de progrès ont été faits quand même, y compris des aspects monétaires. Là aussi, c'est grâce aux sanctions. Il y a beaucoup de gens, enfin que moi j'ai vu en tout cas, hein, j'ai pas de statistiques, mais il y a des gens en Russie qui se sont placés en yuan maintenant, aux dépens du dollar. Alors, apparemment, Poutine fait déjà un pas en direction de Trump en disant on est prêt à refaire du commerce de pétrole en dollars. Ça, je suis sûr que ça fait partie des concessions qu'il est peut-être prêt à faire, mais n'oubliez pas que dans les BRICS, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient détruire le dollar. Hein. Jamais. Les Chinois, les Saoudiens détiennent, et les Russes, détiennent une telle part de dette américaine qu'il ne faut pas qu'ils fassent crouler le dollar du jour au lendemain. Et du coup, quand aujourd'hui Poutine dit on est prêt à refaire du commerce pétrolier en dollars, ça fait plaisir à Trump, ça peut peut-être détendre un peu la pression sur faut que vous brisiez avec les Chinois. Finalement, ça fait partie sans doute des négociations. Et ça fait partie de ce que peuvent lâcher les Russes sans trop de mal. On va voir comment ça réagira par ailleurs dans les BRICS. De toutes les façons, le processus des achats de matières premières en monnaie locale, en monnaie souveraine de chacun des États qui s'échangent, hein, il est lancé et il ne va pas changer, je pense. Je ne pense pas que les échanges entre la Chine et la Russie reviennent au dollar. Je ne pense pas. Je pense même qu'il y a beaucoup d'échanges, même de l'Arabie Saoudite, qui seront en monnaie locale, quand ça vaut le coup ou quand évidemment c'est facile à compenser. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu un vrai problème pour la Russie lorsqu'ils ont fait leurs échanges avec l'Inde, notamment le pétrole qu'ils vendent à l'Inde pour que l'Inde la revende à nous, aux Européens, donc 2 fois plus cher évidemment. On est perdants partout, nous. Nous, on est les grands perdants de tout ça, évidemment avec les Ukrainiens, hein, qui eux en plus ont perdu près d'1 million de gens, et sans compter que l'Ukraine a été totalement vidée et que ça va continuer. Alors ça, c'est un des aspects qu'en Russie on souligne beaucoup. On dit attention, l'Europe occidentale, vous allez avoir après le cessez-le-feu, et pensez-y dès maintenant. Mais comme les Européens de l'Ouest n'écoutent absolument pas ce qui vient des Russies, puisque c'est des sous-hommes, hein, les Russes, c'est connu, eh bien, quand les Russes préviennent en disant attention, vous allez avoir des bandes armées sachant se battre d'Ukrainiens qui n'auront plus rien à bouffer chez eux et qui vont venir chez vous. Et là, Dieu sait ce qui va se passer, parce que ça va être des bandes organisées
un peu plus, encore un peu mieux organisés et beaucoup plus expérimentés que ce que vous avez aujourd'hui dans vos banlieues. C'est une mise en garde qu'ici, on ne reprend absolument pas. Mais on devrait. Hein. Moi, je pense que c'est un aspect, j'espère que les services de police anticriminalité y pensent. Qu'elles ont intérêt à se préparer. Hein. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.